Nous vivons une époque étrange. Une époque où il ne suffit plus d'être heureux, honnête ou en bonne santé pour réussir sa vie. Non. Aujourd'hui, si l'on écoute le bruit du monde, une vie normale est devenue synonyme d'échec. Réussir sa vie, c'est devenu impératif. Il faut être abondant. C'est manifester des millions. C'est s'expatrier au soleil. C'est échapper au salariat comme on s'échapperait d'une prison. C'est craquer le code de l'univers pour que l'argent coule à flot, sans effort. Ouvrez n'importe quel réseau social, et vous les verrez. Ces visages radieux, ces corps parfaits, ces promesses de liberté financière en 90 jours. Ces discours qui vous murmurent, avec un sourire bienveillant, que si votre compte en banque est vide, c'est de votre faute. C'est parce que votre vibration est trop basse. C'est parce que vous avez des croyances limitantes. Ils vous disent que la pauvreté est un choix mental. Ils vous disent que tout le monde peut devenir millionnaire, qu'il suffit de le décider. Et vous, derrière votre écran, dans le silence de votre appartement, avec votre fatigue de la semaine, vos factures sur la table, votre travail ordinaire et vos doutes, vous finissez par vous poser cette question terrible, cette question qui ronge l'estime de soi. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi eux et pas moi? Pourquoi suis-je encore là, à compter mes sous, alors que d'autres semblent avoir trouvé la formule magique? Aujourd'hui, nous allons éteindre ce bruit infernal. Nous allons avoir une conversation d'adultes, une conversation sérieuse, une conversation directe, peut-être un peu coupante, mais nécessaire pour nettoyer la plaie. Nous allons décortiquer, couche par couche, pourquoi cette promesse d'abondance facile est le plus grand mensonge du XXIe siècle. Nous allons voir pourquoi, mathématiquement et biologiquement, tout le monde ne peut pas être riche, pourquoi c'est très bien ainsi, et comment, en poursuivant le fantasme de la vie de quelqu'un d'autre, vous êtes en train de sacrifier la seule chose qui vous appartient vraiment, votre propre vie. Bienvenue sur la boussole de l'intérieur. Chapitre 1. L'obsession du succès. Il faut d'abord comprendre ce qu'on nous vend, et surtout, pourquoi on l'achète. Pourquoi sommes-nous si vulnérables à ces promesses? Notre cerveau n'a pas été conçu pour le bonheur, il a été conçu pour la survie. Il possède un mécanisme puissant, le circuit de la dopamine. C'est la molécule du plus. C'est elle qui nous poussait, il y a 10 000 ans, à chercher toujours plus de nourriture pour survivre à l'hiver. Aujourd'hui, les gourous du succès piratent ce vieux mécanisme. Ils nous vendent de l'obsession du succès. Ils ne vendent pas une méthode, ils vendent une image. L'argent, les voitures, les villas, les voyages en première classe. C'est une drogue visuelle. Quand vous regardez ces vidéos, votre cerveau libère une microdose de dopamine. Pendant une seconde, vous vous y voyez. Vous ressentez l'excitation du possible. Mais comme toute drogue, la descente est brutale. Quand vous éteignez l'écran et que vous regardez votre salon, votre réalité vous semble soudainement terne, grise, insuffisante. C'est ce qu'on appelle l'écart de frustration. Plus vous consommez ces images de richesse extrême, plus vous dévaluez votre propre existence. Vous commencez à détester votre vie non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle n'est pas celle-là. Et le mensonge central, c'est l'idée que la pensée crée la matière. Depuis un siècle, cette idée s'est installée comme un virus. Pensez riche et vous deviendrez riche. La fameuse loi de l'attraction. C'est une idée séduisante, elle flatte notre ego. Elle nous dit que nous sommes des magiciens endormis, que l'univers est un catalogue sur commande. Mais regardons la réalité en face, une réalité froide et statistique. Si la visualisation suffisait, si l'ambition suffisait, les tribunaux de commerce ne seraient pas remplis de gens qui y ont cru très fort. Les hôpitaux ne seraient pas remplis de gens qui ont visualisé la santé. Ce qu'on oublie, c'est le biais du survivant. Pour un entrepreneur qui réussit et qui vend sa méthode sur YouTube, combien y en a-t-il qui ont travaillé tout aussi dur, qui ont visualisé tout aussi fort et qui ont tout perdu? 10 000? 100 000? Ceux-là, on ne les voit jamais. Ils n'ont pas de chaîne YouTube. Ils sont retournés au salariat, endettés et silencieux. Ils sont invisibles. Pourtant, ils ont appliqué la même méthode. Si la méthode marchait à tous les coups, ils seraient riches aussi. La vérité, c'est que la réussite extrême est une anomalie statistique, pas une norme. Chapitre 2. Le grand oublié, le hasard. Il y a un mot que les vendeurs de rêves détestent. Un mot banni de leur vocabulaire. Ce mot, c'est la chance.
Dans leur discours, tout est mérite, travail, état d'esprit. Dire que la chance existe, pour eux, c'est une excuse de perdant. Pourtant, demandez à n'importe quel économiste sérieux, la réussite financière massive est un système chaotique. C'est comme un immense casino. Bien sûr, il faut savoir jouer aux cartes, il faut travailler, se former, être intelligent, c'est la base. Mais des millions de gens savent jouer aux cartes. Ceux qui gagnent le gros lot sont ceux qui, en plus de savoir jouer, ont eu la bonne main au bon moment. Être né dans le bon pays, avoir rencontré la bonne personne à une soirée par hasard, avoir lancé son produit exactement la semaine où le marché en avait besoin. Ces facteurs sont hors de votre contrôle. Le danger des gourous, c'est qu'ils vous font croire que la réussite est une recette de cuisine. Mettez de la farine, des œufs, du sucre et vous aurez un gâteau. Mais l'entrepreneuriat n'est pas de la cuisine, c'est de la guerre et c'est du hasard. Vous pouvez tout faire parfaitement et échouer quand même, parce qu'une crise économique arrive, parce qu'un concurrent sort le même produit 2 jours avant vous, parce que vous tombez malade. Pourquoi est-ce important de dire ça? Non pas pour vous décourager, mais pour vous déculpabiliser. Si vous n'êtes pas millionnaire, ce n'est pas parce que vous êtes nul. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas manifester. C'est peut-être simplement parce que les dés n'ont pas roulé en votre faveur cette fois-ci. Accepter la part de hasard, c'est accepter d'être humain et non un Dieu tout-puissant. Chapitre 3. Le piège de la reconversion tardive. Parlons maintenant du coût réel du changement. Et parlons de vous, spécifiquement, si vous avez passé la trentaine ou la quarantaine. Il y a une rhétorique dangereuse qui circule. Il n'est jamais trop tard. Tout plaquer pour vivre ses rêves. Sur le plan spirituel, c'est vrai, il n'est jamais trop tard pour s'éveiller. Mais sur le plan de la survie économique, c'est une autre histoire. Imaginez une personne qui a vécu 40 ans dans la sécurité. Salariat, congés payés, week-end sacralisé, mutuelle d'entreprise. Son système nerveux, son cerveau, s'est construit autour de cette prévisibilité. C'est sa zone de confort, mais c'est aussi sa structure de sécurité. Et un beau matin, parce qu'elle a vu une vidéo motivante sur TikTok, cette personne décide qu'elle veut l'abondance. Elle démissionne. Elle brûle ses vaisseaux. Elle se lance. Et là, le choc est brutal. Pas un choc financier, un choc biologique. L'entrepreneuriat, la vraie quête de richesse, ce n'est pas boire des cocktails sur la plage. C'est une violence faite au corps. C'est se réveiller à 3 heures du matin à la nausée, le cœur qui bat la chamade, parce qu'on ne sait pas comment payer ses charges. C'est la solitude totale face à la décision. C'est accepter d'être incompris, ridiculisé par sa famille, rejeté par le marché, jour après jour. Si vous n'avez jamais exercé le muscle du risque avant 40 ans, si vous n'avez jamais cultivé une obsession dévorante qui vous pousse à négliger votre sommeil, il est illusoire et même dangereux de penser que vous allez subitement devenir un requin des affaires, simplement parce que vous l'avez décidé. On ne transforme pas un animal domestique habitué à sa gamelle en loup sauvage du jour au lendemain. Le loup a faim, le loup a froid, le loup est toujours en alerte. Si vous n'êtes pas prêt à perdre votre confort, votre sommeil et peut-être votre santé mentale pendant 5 ans sans aucune garantie de résultat, alors vous ne voulez pas être entrepreneur. Vous voulez juste les avantages de la réussite sans en payer le prix. Vous êtes un touriste de l'aventure. Et les touristes se font toujours plumer par les locaux. Chapitre 4. L'origine de l'arnaque. Les vendeurs de pelles. C'est ici qu'interviennent les prédateurs. L'histoire nous apprend une leçon immuable. Lors de la ruée vers l'or en Californie, ce ne sont pas les chercheurs d'or qui sont devenus riches. La plupart sont morts pauvres. Ceux qui sont devenus riches, ce sont ceux qui vendaient les pelles, les pioches et les pantalons en jean. Pour comprendre l'arnaque moderne du coaching, il faut remonter à la source, au patient zéro. Il faut parler du père de tous les gourous modernes, Napoleon Hill, l'auteur du best-seller mondial « Réfléchissez et devenez riche ». Le mythe,
vous le connaissez sans doute, Hill aurait été mandaté par le milliardaire Andrew Carnegie pour interviewer les hommes les plus puissants du monde et découvrir le secret du succès. Il prétendait avoir été le conseiller confidentiel de 2 présidents américains, Woodrow Wilson et Franklin Roosevelt. Ça, c'est la légende. La belle histoire marketing. La réalité, celle qu'on trouve dans les archives judiciaires, est beaucoup plus sombre et beaucoup plus instructive. Il n'existe aucune trace, aucune lettre, aucune preuve que Hill ait jamais rencontré Carnegie. Les archives de la Maison-Blanche ne contiennent aucune mention de lui. Ce que les archives contiennent, en revanche, ce sont des mandats d'arrêt. Bien avant d'écrire son livre, Napoleon Hill était un escroc recherché. Entre 1909 et 1912, il a fondé l'Automobile College of Washington. Il promettait aux étudiants qu'ils apprendraient à construire des voitures et deviendraient riches. En réalité, l'école n'avait aucun matériel. Les étudiants assemblaient de la ferraille gratuitement pour une entreprise tierce. Hill a été accusé de détournement de fonds et l'école a fermé sous le coup de scandale. Plus tard, à Chicago, il a été visé par des mandats d'arrêt pour violation des Blue Sky Laws, des lois créées pour empêcher les escrocs de vendre des actions d'entreprise qui ne reposent que du vent. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est fondamental pour comprendre ce que vous voyez sur les réseaux. Le livre qui a fondé toute l'industrie du développement personnel n'a pas été écrit par un homme qui avait réussi. Il a été écrit par un homme qui avait échoué dans toutes ses entreprises honnêtes. Et qui, acculé, ruiné, a trouvé le seul business qui ne connaît jamais la crise, vendre de l'espoir aux désespérés. Les gourous d'aujourd'hui sont les enfants de Napoleon Hill. Posez-vous cette question, tranchante comme une lame. Si une personne a découvert une méthode infaillible pour générer de l'argent, une faille dans le système, pourquoi perdrait-elle son temps précieux à vous l'enseigner pour 997 €? Si vous trouvez un filon d'or dans votre jardin, vous l'exploitez, vous le protégez. Vous ne vendez pas une carte de votre jardin à vos voisins. La vérité brutale, c'est que pour l'immense majorité de ces coachs, la seule entreprise qui fonctionne, c'est celle de vous vendre la méthode. Ils ne sont pas riches grâce à ce qu'ils enseignent. Ils sont riches parce qu'ils enseignent. Chapitre 5. La vérité sur l'exception, le sang et les larmes. Alors, la réussite est-elle impossible? Non. Il y a des exceptions. Il y a des gens qui partent de rien et touchent les étoiles. Mais regardons à quoi ressemble leur vie. La vraie version, pas la version Disney. Prenons James Dyson. Aujourd'hui, on voit le milliardaire anobli par la reine. Mais avant ça, Dyson n'a pas fait de visualisation positive sur son canapé. Il a passé 15 ans dans un garage glacial. Il a construit 5127 prototypes de son aspirateur. 5126 échecs, 5126 fois où il est rentré chez lui couvert de poussière, endetté, avec sa femme qui devait compter chaque centime pour acheter à manger. Il a hypothéqué sa maison, il a failli tout perdre. Ce n'était pas la quête de l'abondance, c'était une obsession mécanique maladive. Prenons Soichiro Honda, un mécanicien de génie, issu d'une famille très pauvre. Il a tout investi pour créer des segments de pistons pour Toyota. Toyota a rejeté ses pièces, mauvaise qualité. Il a été moqué par ses amis. Il a vendu les bijoux de sa femme pour continuer. Il a fini par réussir, puis la guerre est arrivée. Son usine a été bombardée. Il a reconstruit. Un tremblement de terre a détruit la nouvelle usine. Il n'a jamais abandonné. Non pas parce qu'il voulait vibrer l'abondance, mais parce qu'il ne savait rien faire d'autre que des moteurs. C'était sa vie, sa seule option. Prenons Harlan Sanders, le fondateur de KFC. On dit souvent qu'il a réussi à 65 ans pour nous motiver. C'est vrai. Mais on oublie de dire que Sanders travaillait dur depuis l'âge de 12 ans. Il a été fermier, conducteur de tramway,
Pompier, vendeur d'assurance, il a cuisiné du poulet pendant 20 ans dans une station-service poussiéreuse au bord d'une route avant de connaître le succès. Sa fortune n'est pas un miracle tardif, c'est l'accumulation de 50 années de labeur ininterrompu. Qu'ont-ils en commun ? Premièrement, ils n'ont pas cherché l'argent en priorité, ils ont cherché à résoudre un problème ou à parfaire un art. Deuxièmement, ils avaient une tolérance à la douleur, au rejet et à l'échec totalement anormale. Troisièmement, ils n'ont pas acheté la méthode de Napoleon Hill, ils étaient trop occupés à travailler. Demandez-vous sincèrement, avez-vous cette obsession ? Avez-vous cette capacité à prendre des coups sans vous plaindre pendant des décennies ? Si la réponse est non, ce n'est pas grave, c'est même normal. Mais cessez de vous torturer en vous comparant à eux. Ils sont des anomalies statistiques, des monstres de résilience. Chapitre 6. Redéfinir la richesse. L'éloge de l'ordinaire. Il est temps de redescendre sur Terre. Et c'est une bonne nouvelle. Si vous abandonnez le fantasme du millionnaire, que vous reste-t-il ? Est-ce le vide ? Est-ce l'échec ? Non. Il vous reste la réalité. Et si votre vie ordinaire n'était pas un échec ? Et si c'était ça, la véritable réussite ? Celle que personne ne remarque. Avoir un toit au-dessus de sa tête. Avoir de quoi manger à sa faim. Avoir des amis qui vous aiment pour qui vous êtes et non pour votre statut social. Avoir du temps le soir pour lire, pour regarder un film, pour jouer avec vos enfants, pour marcher en forêt. C'est une forme de richesse immense, une richesse de temps et de paix d'esprit que l'entrepreneur obsédé, celui qui ne dort jamais, a été sacrifié depuis longtemps. Nous avons oublié la différence entre plaisir et bonheur. Le plaisir, c'est la dopamine, l'excitation, l'achat, la victoire, le chiffre qui monte. C'est intense, mais ça ne dure jamais, il en faut toujours plus. C'est un puits sans fond. Le bonheur, c'est la sérotonine, c'est le sentiment de suffisance, c'est le calme, c'est se lever le matin en se disant « ce que j'ai est assez, je suis assez ». Le philosophe Spinoza disait que le désir est l'essence de l'homme, mais il nous mettait en garde. Le désir mal orienté est notre esclavage. Désirer une vie qui n'est pas faite pour nous, désirer la vie d'un autre, c'est s'assurer une existence de frustration et d'amertume. Il y a une dignité immense à faire un travail honnête, salarié ou artisanal, à le faire bien, à être utile à sa communauté et à rentrer chez soi l'esprit libre, sans avoir à vérifier ses mails à minuit. Il y a une noblesse à ne pas vouloir conquérir le monde, à ne pas vouloir écraser les autres. Le monde tient debout grâce aux gens ordinaires qui font leur part, pas grâce aux influenceurs qui posent devant des voitures de location à Dubaï. Alors, voici mon message pour vous qui doutez, pour vous qui vous sentez en retard. Méfiez-vous des prophètes de l'argent facile. Ils vendent de l'eau salée à des gens qui meurent de soif. Plus vous buvez leurs paroles, plus vous avez soif et plus vous leur donnez de l'argent. L'histoire de Napoleon Hill nous le prouve. Souvent, ceux qui crient le plus fort qu'ils ont la clé du coffre sont ceux qui essaient de forcer la serrure, avec votre argent. Si vous avez une passion brûlante, un projet qui vous tient aux tripes, lancez-vous. Mais faites-le pour le projet, par amour de l'art, pas pour la récompense. Faites-le en sachant que ce sera dur, injuste et long. Mais si vous ne l'avez pas, ne vous forcez pas. N'ayez pas honte de votre zone de confort. Le confort est une conquête, la paix est une victoire. Ne gâchez pas votre vie réelle, ici et maintenant. Cette vie tangible et précieuse, en pleurant sur le fantôme d'une vie de milliardaire qui ne vous rendrait probablement pas plus heureux. La boussole ne pointe pas vers l'or, elle pointe vers le sens. Et le sens, souvent, se trouve dans les choses simples que vous possédez déjà. Prenez soin de votre réalité. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, merci. Merci pour votre précieuse attention, une qualité qui se fait rare aujourd'hui. Dites-moi en commentaire quelle est votre propre définition de la réussite, ou écrivez simplement le mot « réalité ». Je lirai chacun de vos mots. À très bientôt sur la boussole de l'intérieur.